Alors, comment ça va se dérouler ce soir? Alors, Nathalie, déjà, les personnes qui étaient là, c'était déjà présenté. Et donc, il y a une autre personne qui essaye de se connecter, mais qui apparemment a des difficultés. Bon, c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de répondre, voilà, chacun selon son prisme, son expérience et sa vision à une série de questions que je vais vous poser. Et la première question que je vous pose, c'est pourquoi choisissez-vous aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'être entrepreneur ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou de choisir la durabilité dans l'entrepreneuriat? Qui veut commencer pour cette première question? En fait, j'ai 4 questions pour vous ce soir. Qui veut commencer? Allez, vas-y, Nathalie. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, pourquoi l'entrepreneuriat? Déjà, c'est un souci de choisir l'objet de l'entreprise. Donc, de m'entourer des personnes que je choisis en termes de partenaires et de partenariat, ce qui n'est pas le cas dans la grande entreprise dans laquelle je suis. Je suis avec des collègues et des managers et des partenaires que je n'ai pas choisis. Également, c'est les choisir par rapport à des valeurs communes et ou complémentaires. Après la question de la durabilité, c'est effectivement également de pouvoir, c'est toujours lié aux valeurs, assurer une continuité dans la durée de la vision. Alors, ce n'est pas une vision qui est déterministe, hein. Elle peut évoluer au fil de l'eau et de la remise en question et de l'évolution de chacun des intervenants. Mais dans le monde actuel, moi, je suis plutôt issue des très grandes entreprises et j'ai tenté par 2 fois de créer des petites structures, soit en tant qu'indépendante, soit en tant que, voilà. Là, actuellement, en intrapreneuriat dans mon entreprise, je dirais que je ne choisis pas forcément mes clients et de fait, il y a une notion d'équilibre entre l'effort pour capter ses clients, qui je suis, le choix de mes clients. Bon, c'est un ensemble, voilà, de facteurs voilà, qui vont plus dans le sens que j'aimerais, je dirais, injecter dans cette entreprise que une grande entreprise. Une grande entreprise, vous jouez les règles de l'entreprise et vous n'avez pas le choix, quoi. Si vous ne jouez pas les règles de l'entreprise, vous quittez l'entreprise, quoi. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, c'est un choix, quoi. C'est vraiment un positionnement et un choix par rapport à ça. Et Fabienne ou Lucie ou Henri, et pour vous? Fabienne? Alors, il suffit de décocher le micro et c'est tout. Bon, j'y vais. Hein. OK. OK. Pourquoi l'entrepreneuriat? Moi, je me rends compte que finalement, c'est la manière de se poser vraiment toutes les questions sur son offre, de pouvoir, comme disait Nathalie, peut-être imaginer donc les partenaires et en tout cas savoir ce sur quoi tout seul on ne peut pas avancer. Donc, se poser la question des partenaires qu'on aimera solliciter, et ensuite se poser la question des bénéfices que ça représentera et pour qui.
à la fois pour soi, bien sûr, mais surtout pour les personnes, clients, contributeurs. Moi, par exemple, c'est un projet avec une collectivité. Donc, collectivité, quels sont ses bénéfices? La région, quels sont les bénéfices que je peux apporter, de manière à ce que je puisse, euh, je puisse avoir plusieurs branches, en fait, et avoir une durabilité, enfin, avoir une vision à un peu plus qu'une année, quoi. D'accord. Voilà. 5 ans au moins? 5 ans au moins, oui. Bah oui. Ok, très bien. Et toi, Lucie, ou toi, Fabienne, pourquoi être entrepreneur dans cette période-ci? D'accord. Alors moi, c'est essentiellement pour changer de vie, pour prendre d'autres repères, d'autres façons de voir le monde. On t'entend pas très bien, Lucie. Ah, excuse-moi. Est-ce que là, ça va aller mieux? Oui, là, ça va beaucoup mieux. C'était pour changer de vie et pour créer une nouvelle façon de se mettre en relation avec le monde, que ça soit Ça coupe tout le temps. Ta bande passante est faible, donc essaye de couper ta caméra pour voir ce que ça donne. Là, on t'entend plus, hein, c'est figé, il se passe plus rien. monde humain. Ça veut dire quoi? Ben, là, on t'a pas entendu, hein. C'était figé. Tu as rien entendu là? Non, personne. Moi, j'ai rien entendu. Je sais pas si les autres ils ont entendu, mais non. Ah, je sais pas quoi faire alors. Euh, je sais pas. Je, je sais pas quoi faire exactement pour. Ben, là, c'est bon, là. Là, si tu Là, bouges c'est pas. bon. Oui, vas-y, oui. Je bouge pas alors. Donc, je reprends. C'est pour changer de vie et pour trouver une autre relation, on va dire, aux hommes et construire une autre relation avec les hommes, je pense, avec les êtres humains, avec les personnes qui vont côtoyer ce lieu et en même temps apprendre de l'écosystème forêt pour pouvoir transmettre toute ces apprentissages à ma petite fille, de façon à lui apporter un regard sur cette terre dans laquelle on est tous, et aussi sur les hommes, parce que je pense qu'on est peut-être un peu trop dans le jugement à notre époque actuelle pour pouvoir apprécier, on va dire, les relations de chaque culture et de chaque personne dans ce qui peut apporter de positif. Voilà. Ok. Fabienne, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, toi, pourquoi Oui, tu te positionnes sur ce oui, créneau? oui. Voilà. Je suis allée m'isoler parce que j'étais dans la pièce commune et il y avait du bruit autour. D'accord. Donc, alors moi, en fait, je suis allée dans l'entrepreneuriat au départ, pas par choix du tout. C'est parce que je travaillais dans une grande enseigne et on m'a gentiment, il y avait un contexte d'hyper-stress et on m'a gentiment demandé de partir. Voilà, et donc du coup, je me suis, bon, en même temps, j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai été quand même épuisée parce que voilà, j'étais dans le domaine de la qualité et dans un contexte d'hyper-stress. La qualité, on est en bout de chaîne et donc du coup, le stress, on le vit encore de manière encore plus intense. Et donc du coup, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai envie de retourner ou pas dans le salariat? Et puis du coup, ça faisait une vingtaine d'années d'expérience que j'avais. Je me suis dit, donc j'ai réfléchi un bon moment quand même, et je me suis dit, bah, je vais faire profiter les fondateurs de marques, voilà, qui on souhaite faire de la mode plus respectueuse des hommes et de la terre.
de pouvoir les aider à avancer sur ces sujets-là avec toute l'expertise que j'avais engrangée. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce domaine-là. Mais j'avoue que c'est pas forcément toujours très facile de faire le switch entre, une posture de salarié et une posture d'entrepreneur. Voilà et donc du coup, pour l'instant, je vis pas encore de cette activité, mais parce que je n'osais pas forcément me mettre trop en lumière, mais ça y est, je suis maintenant, prête pour le faire. Donc j'espère que, voilà, cette activité va pouvoir, porter ses fruits et c'est vrai que, naturellement, j'attire à moi ces fondateurs de marques qui souhaitent faire de la mode éthique, de la mode durable. Donc c'est l'essentiel. Voilà, voilà et puis, bah, la durabilité, bah, oui, effectivement, on sait que l'industrie textile, c'est la 2e industrie la plus polluante au monde et voilà, il y a des choses à faire, dans ce sens-là. Donc si je peux contribuer à ma humble mesure, ben, voilà. Ok. Alors, ma deuxième question pour vous ce soir, c'est en quoi pensez-vous que la solution que porte votre projet ou l'idée de votre projet va jouer un rôle dans aujourd'hui cette transformation vers le respect du vivant, le développement durable et une gestion plus équilibrée des ressources naturelles? En quoi vous pensez que vous êtes unique? Aujourd'hui, il y a plein de gens depuis 2020 qui parlent d'éco-responsabilité, qui parlent de produits sains pour l'homme et pour la planète. Mais entre ce que l'on dit et la réalité, apparemment, il y a encore un gouffre, puisque en 2020, on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre, on a continué à creuser notre déficit environnemental, on a continué à perdre de la biodiversité et on accélère de plus en plus le réchauffement climatique. C'est que il y a un moment, comme toutes les enquêtes le disent, il y a quelque chose qui ne matche pas dans cette aventure. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Soit on pense faire de l'éco-responsabilité, mais en réalité, on n'en fait pas. Soit tout le monde aujourd'hui s'accroche au RSE et puis on se rend compte que le RSE, c'est beaucoup de vision intellectuelle, mais concrètement, sur le terrain, ce n'est pas vraiment appliqué. Voilà. Donc, concrètement, aujourd'hui, comment vous allez vous distinguer? Comment on va comprendre que ce que vous proposez, vous, est différent de ce que font les autres et en quoi votre pépite, c'est une vraie solution durable? Alors, je vous laisse un petit moment pour vous préparer et puis, dès que vous le sentez, je vous écoute. Moi, je veux bien répondre. Ah, à moins que Vas-y, Lucie, vous voulez non, moi, j'ai encore beaucoup de mal à répondre à cette question. Donc D'accord. je pense que peut-être par le fait de sensibiliser, comme j'ai une formation, d'ingénieur textile au départ, j'ai peut-être un rôle à jouer sur, l'explication technique de effectivement toutes ces matières un peu qui sont finalement plus du greenwashing qu'autre chose. Donc peut-être par la sensibilisation des fondateurs de marques et puis pourquoi pas des consommateurs aussi. Voilà ce que je répondrais comme ça spontanément. D'accord. Et tu n'as pas essayé de creuser pour aller chercher quelque chose qui vraiment pourrait distinguer? Pas encore, mais du coup la question est tellement bonne que je vais m'y atteler. Ok. Nathalie, Lucie, Henri? Je veux Alors, bien. Alors, ok, Lucie. Nathalie. Donc, je dirais que l'aspect durabilité, ce serait plutôt
celle des hommes qui vont porter des projets et qui vont donc de fait avoir un nouvel état d'esprit, moins justement intellectuel et moins prédateur dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et donc, de fait, de par ce qu'ils incarnent, il va y avoir un aspect viable et durable à leur nouveau projet professionnel. Et voir faire des petits avec, évidemment, toutes les transmissions qu'eux-mêmes feront dans leur écosystème. Donc, c'est un effet boomerang. Ok. Lucie, Henri, et vous diriez quoi? Euh, Moi, je dirais que moi, je fais ce projet pour prendre le temps de vivre, voilà, pour me donner du temps pour vivre. Et pour moi, le fait de créer des vitraux, on va dire, en co-création avec la forêt, avec la nature, c'est un instant où je me pose et où je suis sur un autre monde que celui qui existe de nos jours. Et je pense que ça me permet de me ressourcer et ça me permet d'être, voilà, d'être dans une forme de joie en même temps. Et dans ce lieu, comme il y aura un hébergement qui sera aussi en relation avec la forêt et avec une nourriture, on va dire saine, eh bien, c'est tout un ensemble qui m'amène à être dans un état de bien-être et de plénitude où je suis plus dans cette vie où on est obligé de courir et de s'écarteler pour arriver à tout faire, enfin, on va dire. Là, c'est une autre façon de vivre, une autre façon de vivre, vivre le temps et de vivre sa vie puisqu'on est dans ce lieu-là. Ok. Et toi, Henri? Moi, non, je sais pas quoi dire. D'accord. Non, je trouve comment dire, l'affirmation de Lucie très, très, très riche et, euh, et c'est un petit peu dans ce sens également, quoi, que je répondrais hein, si j'avais, enfin voilà. Et je veux dire en dehors enfin en dehors ou beaucoup plus important que ce que je pouvais à un moment imaginer en me disant que mon projet ajoute peut-être ou offre des potentiels euh, à des gens qui sont sur le site, à des visiteurs qui sont sur le site. Bon, s'il s'agit d'une ville, d'une grande ville, et donc il n'y aurait pas de déplacement autre à faire. Donc là, on est dans mais plutôt une manière on parle du temps, de profiter du temps sur place, plutôt que de courir voilà, à la recherche d'autres choses parce qu'on est insatisfait, quoi. Donc, je rejoins un petit peu la notion de temps et la notion de déplacement qui sont limitées à D'accord. travers l'offre, comment dire, que je propose. Ok. Et est-ce que Voilà. vous réalisez quand même que bien parler de vos projets, c'est important, hein? Je pense que là, on touche un point qui est assez important, c'est euh, bien présenter votre projet, bien en parler. C'est 80% de la compréhension de l'autre, de ce que vous allez dire, et de lui, de sa compréhension finalement, de ce que vous proposez comme solution. Vous aurez beau avoir un magnifique projet, si clairement vous ne savez pas en parler quelque part avec simplicité et avec des mots que l'autre va comprendre
Et troisièmement, dans ce que vous allez dire, il faut que rapidement on connecte votre message et ce que vous proposez. Les gens en face, ils vont avoir du mal à vous suivre parce qu'ils ne vont pas vraiment comprendre quel en est l'objectif, où est-ce que vous voulez les amener. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper important parce qu'on est dans une période de transition écologique. Beaucoup de gens se lancent dans la transition. Et je pense qu'aujourd'hui, une des raisons qui fait que l'on n'avance pas, c'est qu'on est dans une espèce de cacophonie où tout le monde dit plein de choses, mais on ne comprend pas vraiment ce que les gens veulent faire. Et quand on a des projets avec du fond, avec du sens, c'est important que vous preniez le temps de bien poser les mots avec lesquels vous allez exprimer votre projet. C'est du travail, tout ça. C'est le principe du pitch. Logiquement, en 3 minutes, on doit comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez. Et donc, ça nous ramène à une chose. Quelle est la valeur et la valeur ajoutée de votre projet? Ma prochaine question. Où se situe la valeur de votre projet? Où se situe la valeur ajoutée de votre projet aujourd'hui? La valeur, je fais un petit rappel, c'est le processus de transformation que vous proposez à l'autre qui va lui permettre, lui aussi, de créer de la valeur dans sa vie. Donc, ça lui apporte une vraie solution. La valeur ajoutée, c'est l'impact beaucoup plus grand de la solution que vous allez apporter, aussi bien pour vos clients, pour leur environnement et pour l'environnement global sur lequel vous allez travailler. Je donne un exemple. En fait, c'est très rare, c'est quand il y a des très très grosses tempêtes, les bateaux de croisière, les grands bateaux de croisière ne peuvent pas faire la traversée entre les deux îles. C'est une zone extrêmement... et du coup, ils sont obligés de rentrer dans le petit port de Gien. Et donc, comme c'est un petit port, ils n'ont pas le droit. Et donc, voilà, c'est toute une manœuvre. Mais c'est des mastodontes, quoi. C'est des villes flottantes sur l'eau. Et là, il y a une grosse tempête. Donc, il y en a 3 là qui rentrent. C'est toujours impressionnant à voir. Donc, je donne un exemple. Par exemple, la valeur concrète du projet un minimum, par exemple, de produits toxiques dans tout ce qui est textile. C'est par exemple, on change les pigments, par exemple. On ne travaille plus qu'avec des pigments naturels, on supprime tous les pigments chimiques. Ça, c'est vraiment la valeur directe. La valeur ajoutée sur l'ensemble du projet, c'est toute la filière économique que l'on va pouvoir faire bouger pour arriver à avoir ce pigment naturel. Donc, c'est comment on va produire ce pigment naturel, qui va produire ce pigment naturel, quelle est la filière, comment on va valoriser cette filière, comment on va connecter cette filière au territoire, etc. etc. Voilà. Je donne un exemple. Il y a quelques années, on a travaillé sur un projet sur la transhumance. Et donc, qui dit transhumance dit aussi bien récupérer la laine, d'accord? Et donc, dans le Haut Atlas et le Moyen Atlas, ils utilisent la laine pour faire des tapis et autres. Et donc, à un moment, on a fait travailler toute la filière parce que, par exemple, pour avoir toutes ces belles couleurs berbères, donc c'est des pigments très particuliers, et à un moment, on s'est dit, on ne peut plus continuer à travailler avec des pigments de synthèse. Il faut vraiment que l'on fabrique des pigments naturels. Et donc, on a commencé à fabriquer des pigments naturels et c'était super intéressant parce qu'on a commencé à travailler avec certaines plantes, on a commencé à travailler avec des broyats spécifiques, etc. Et finalement, on a fait des couleurs certes beaucoup plus douces, mais tout était naturel dans le tapis
Et surtout, la filière du pigment, c'était une filière extrêmement importante, donc, où on avait à peu près 150 personnes qui travaillaient sur cette filière-là, plus tous ceux après qui étaient dans le tissage, plus tous ceux après qui fabriquaient les tapis, plus la manière dont on allait nourrir les animaux, plus la manière dont allait se faire à partir de là la transhumance. Bref, c'est devenu tellement énorme qu'on est passé d'un simple petit projet qui était de celui de valoriser la transhumance à créer le pays de la transhumance. D'accord? Je peux raconter la même histoire dans les Cévennes. On est parti de là et puis on a fini par créer la filière de l'Aubrac, puis on a fini par créer le centre des vautours et puis on a fini par créer tout un écosystème qui s'autogère où les vautours sont des acquérisseurs, où grâce à l'Aubrac, on a créé aujourd'hui une filière bovine respectueuse des écosystèmes qui maintient les écosystèmes cévenols que l'on aime tant, qui permettent aux gens d'aller se balader et de s'émerveiller. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Tout ça, c'est parce qu'on maintient des équilibres. Derrière ça, aujourd'hui, il y a des restaurateurs. Derrière les restaurateurs, il y a des bouchers. Et donc, tout ça, c'est une filière économique totalement naturelle et totalement intégrée. Donc, ça, c'est la valeur ajoutée du projet. Je prends un autre projet. Je veux créer un centre touristique. Donc, le centre touristique, les valeurs qu'il va amener aux gens, si j'arrive, je me repose, je me connecte à la nature, etc. La valeur ajoutée, ça va être qu'à travers mon centre, je vais inspirer mon territoire à adopter d'autres bonnes pratiques qui vont être dupliquées à d'autres aspects et ça va faire boule de neige. Tout ça, si vous ne savez pas communiquer dessus, si vous ne savez pas comment le décliner, si vous ne savez pas comment vous allez parler avec chaque partenaire, eh bien, ça va être difficile d'emmener votre projet à ce niveau-là d'expérience et d'expertise, parce que les deux vont ensemble. Donc, en quoi aujourd'hui l'idée du projet que vous avez ou le projet que vous mettez en place, où est la valeur intrinsèque du projet et où est la valeur ajoutée intrinsèque du projet? Alors, qui veut démarrer? Et moi, je veux bien. Vas-y, Nathalie. Donc, le projet, moi, je l'ai fait tout de suite. Donc, c'est donc, c'est d'accompagner, s'adresse à des personnes en transition professionnelle qui désirent cheminer, traverser et rebondir vers un projet nouveau qui corresponde à... alors là, leurs valeurs alors après, les valeurs, c'est suivant les personnes, mais c'est se donner la priorité, respecter le vivant et respecter comment dire, l'impact de la règle qui est de se rendre compte et de discerner et de promouvoir la durabilité dans ce nouveau projet. Ça, ce serait la valeur ajoutée. Ah ben, c'est pas que ça. La valeur ajoutée, elle est que pour cheminer, traverser, rebondir. Donc déjà, c'est important qu'ils déposent et qu'ils aient conscience du vécu qui a fait qu'ils ont envie de changer déjà d'environnement et d'entreprise et voire de se lancer dans la création.
Donc là, c'est cette notion de pression sociale, de pression dont on a échangé déjà, hein, Sabrina, pression, oui, de la réussite à tout prix, à n'importe quel, à tout prix, c'est le cas de le dire, de pression familiale, donc pour la sécurité, si on est responsable de famille et autres, de pression, on va dire, égotique. Donc là, c'est je veux être vu, je veux être reconnu, voilà, je veux réussir à tout prix, et quel que soit, voilà, pour des questions de, on va dire, avant tout, sécurité et protection. Et la pression spirituelle, ça serait exister et être, je dirais, dans le bien-être, quels que soient les challenges qu'on se donne, alors que quand on a des nouveaux challenges, il est clair on sort de notre zone de confort. Et donc, qui dit sortir de la zone de confort, dit il y a des moments où on ne va pas être évidemment sécure, il va y avoir des zones d'angoisse, des zones de remise en question, on va faire face à ces peurs, ces ombres. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de traverser tout cela et d'être accompagné pour être au plus, je dirais, au regard des objectifs qu'on peut se donner qui parfois sont assez perchés, voire intellectuels, revenir au principe de réalité. Donc pour ça, c'est se faire accompagner des personnes, donc avec des outils. Donc il y a le yoga, entre autres le yoga du son, il y a la danse pour la fluidité, et après il y a tous les outils autres de, on va dire, on peut en faire des grilles de dilemme, apprendre à mieux se connaître et des scénarios de vie. Donc les scénarios actuels qui nous ont emmenés, entre guillemets, à un semi-cataclysme et où on a envie vraiment de changer. Donc tester la motivation pour pouvoir réellement jusqu'où on peut aller pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Donc là, il faut tenir pendant cette durée. Et donc, je dirais que c'est la valeur ajoutée, elle est de pouvoir avoir affaire à des personnes qui ont déjà vécu ces différents questionnements et qui ont été jusqu'au bout, jusqu'à, je dirais, la satisfaction de pouvoir accoucher de nouvelles, d'un nouveau projet qui deviennent réalité. Donc, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est très conceptuel, où il y a beaucoup de théâtre social, où il y a beaucoup de décrets et de marketing, mais il y a un creux énorme entre ceux qui font des déclarations et ceux qui les portent. Donc, c'est jusqu'où je tiens la profondeur de ce que je déclare. Je dirais, c'est ça le fin mot de l'histoire. Bien. Lucie, Fabienne. Alors, moi, je dirais, j'ai commencé par la valeur. Alors, la valeur, c'est de découvrir la nature grâce aux lumières et aux couleurs que la personne va percevoir et de façon à la mener à créer un vitrail. Et cette création, cette créativité qu'elle va exprimer, c'est aussi une rencontre, c'est pour l'amener à se rencontrer elle-même. Mais cela demande du temps et donc la notion de temps est excessivement importante pour arriver à cette création, mais aussi en- elle est mise en parallèle avec la façon de vivre le temps dans la forêt. Et c'est ces deux notions de temps qui se rencontrent. Donc la valeur ajoutée, elle va se situer à plusieurs niveaux. Euh, Apprendre à vivre en forêt, on va dire, à notre époque.
transmettre donc ces métiers d'art. Ça peut être autant le vitrail que d'autres métiers d'art comme la sculpture, la menuiserie ou la tapisserie. Et en même temps, avoir une éducation par rapport à la vie des animaux qui peuplent cette forêt. Sans oublier la transmission de savoir commun, peut-être à plusieurs cultures. Comment chaque culture vit au niveau de la forêt, que ça soit au Canada, peut-être en Amazonie ou ailleurs. Voilà. Mm. Et toi, Henri, tu nous dirais quoi? Voyons, pour être simple, pour parler avec simplicité, c'est mon gros problème. La simplicité, tu veux dire? Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Et dis les choses simplement. Mm. Dire les choses simplement. Pour parler de la valeur, bon, pour arriver vers la valeur, ou en tout cas, puisque je n'ai pas trop explicité que mon projet reposait sur l'existence d'un patrimoine vivant, quoi, qui est construit autour d'un arbre centenaire vers lequel je pouvais prétendre intéresser donc des invités sur ce site à, euh, à en sentir un petit peu la force et l'histoire de la résilience que j'ai vécue moi-même à propos de cet arbre qui se trouve très éloigné d'un sentier littoral et de l'océan Indien. Donc j'imagine quoi une chaîne entre cet arbre et l'accès direct à la biodiversité marine. Ça, c'est la valeur concrète, l'apport. Lorsque je dis inviter donc des personnes, c'est mettre en relation, mettre en contact autour de cet arbre des contributeurs, c'est-à-dire des créateurs, des conteurs, des écrivains de l'histoire des colonies, de l'histoire de l'île, de l'histoire du quartier, et de mettre en contact avec les habitants de ce quartier, de manière à ce qu'il y ait échange et ce qu'il y ait donc rencontre d'auteurs. En général, ce sont des, des gens qui ont très peu de relations naturellement et quotidiennes. Donc, à travers cet acte-là, la valeur ajoutée que je peux apporter, que j'imagine pouvoir apporter, c'est, bon, aux contributeurs, la rencontre d'un public beaucoup plus élargi que leurs propres réseaux sociaux. Le quartier, donc, ce que je peux apporter au quartier, c'est voilà, un projet donc éco-responsable qui s'appuie sur une biodiversité qui existe. Ce que je peux apporter maintenant aux habitants, c'est donc la rencontre avec les auteurs, la curiosité peut-être ou en tout cas une curiosité pour l'histoire de l'île. On dit aujourd'hui que les gens n'ont pas de connaissances ou peu de connaissances de leur histoire, ce qui fait qu'ils sont un peu, comment dire, perdus ou il n'y a aucune âme
qui peut peut-être s'exprimer. Ça peut être aussi pour les organisations du quartier un apprentissage à la prise de parole autour de cet arbre que j'appelle l'arbre à palabres, ou visiteurs, aux écotouristes que, que je capterai par ce message personnel, disons, c'est l'intérêt pour la vie d'un quartier en transformation, quoi, et pour une histoire en fait de la vie. On dit que la vie à La Réunion s'est accélérée très très vite. En 40 ans, on est passé d'une civilisation encore du besoin à donc partager entre toutes les personnes, à un progrès qui a complètement qui a isolé, qui a tendu à isoler toutes les familles, à mettre de la distance entre peut-être pas au niveau famille, mais au niveau intrafamilial. Et donc, l'idée, c'est qu'à travers ces rencontres, les visiteurs se posent également eux-mêmes la question de leur histoire personnelle. Et enfin, pour la région, si je parle de la valeur ajoutée pour ce territoire nord-est, c'est que faire en fait. Saint-Denis est une ville dans laquelle on se demande mais qu'est-ce qu'il y a à faire. Bon, on préfère les côtes ouest parce que il y a la plage des Récifs, les coraux et le soleil. On préfère effectivement la nature sauvage des hauts de l'île. Et on se dit, bon, à Saint-Denis, on y passe quoi, une journée. Et puis, donc, mon ambition, c'est de se dire, ben voilà, il y a également ça à faire qui peut contribuer à ce que les gens passent peut-être une nuit de plus dans leur séjour à La Réunion sur Saint-Denis. Voilà. À la ville de Saint-Denis, qu'est-ce que je peux apporter peut-être la reconquête d'une partie effacée de l'histoire, qui a complètement effacé l'espace et le temps en raison du progrès rapide des 50 dernières années. Donc, on retrouve un petit peu, c'est une marche en arrière pour retrouver des jalons. Et ce que je peux apporter au patrimoine des monuments, c'est un patrimoine vivant. Voilà ce que j'imagine comme valeur ajoutée de mon offre. Ok. Et toi, Fabienne? Alors, alors moi, en fait, c'est un peu brouillon là encore hein, pour l'instant, mais bon, moi, la valeur ajoutée directe que j'apporte à mes clients, c'est de cadrer au mieux leur fabrication, de tisser des relations durables avec leurs fabricants et et le but de la qualité, c'est quand même de satisfaire le client. Donc, ne pas avoir de retour client et faire en sorte que les clients adoptent les produits et puis après fassent la promotion de la marque par le bouche à oreille. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a vraiment en direct. Après, au niveau de la valeur ajoutée, donc j'ai bien aimé ton histoire, la Sabrina, sur voilà, la transhumance, les pigments naturels berbères. Après, c'est vrai que par le passé, dans ma première expérience professionnelle, on avait travaillé sur des pigments naturels fabriqués en France, etc. Et on s'était rendu compte que tout ce qui est naturel n'est pas forcément
toujours bon, enfin, entre guillemets, bon, enfin, il peut y avoir des pigments chimiques qui sont moins polluants que les pigments naturels finalement dans les rejets, etc. Donc ça, j'avais fait toute une étude, on avait fait toute une étude là-dessus, donc on s'était rendu compte que voilà, certains pigments naturels peuvent avoir de la toxicité quand même. Donc après, bon, à revoir tout ça. Mais après, moi, aujourd'hui, les fondateurs de marques sont plutôt, du coup, que j'accompagne sont plutôt en France. Et aujourd'hui, en France, il y a de la relocalisation textile qui commence à revenir. Il y a le lin qui est produit en France. Et maintenant, il y a même on a recréé des filatures de lin en France. Et moi, je fais aussi partie j'ai une fille qui a 14 ans et je fais aussi partie d'une association de parents d'élèves au collège de ma fille. Et en fait, moi, je suis arrivée un petit peu par hasard dans le monde du textile. En fait, c'est un monde qui est vraiment passionnant et aujourd'hui, on manque de ressources, on manque de personnes pour travailler dans le textile en France. Donc moi, aujourd'hui, c'est plutôt cet aspect-là que j'ai envie de mettre en avant et de contribuer dans ce sens-là. Donc après, je cherche encore voilà, comment faire tout ça, mais voilà, moi, un peu la valeur ajoutée, ce serait plus de recréer des emplois en France et de faire en sorte qu'on puisse acheter français, même si on n'a pas forcément toujours un pouvoir d'achat très, très élevé, mais voilà, aller dans ce sens-là. Et c'est encore un peu flou, hein, voilà. Mais c'est l'idée que j'ai. Voilà. D'accord. Tu as structuré ton projet, tu sais exactement comment tu vas le mettre en œuvre, pas encore. Non, pour l'instant, non, je ne l'ai pas encore réellement structuré, mais je suis en train de le structurer aussi parce que ce que j'aimerais aussi, du coup, par la suite, c'est faire de l'enseignement dans les écoles de mode sur tous ces sujets-là, donc qui implique aussi toute la RSE, même si je ne suis pas forcément formée sur le sujet, mais je travaille au comité d'experts de Clear Fashion, donc c'est l'équivalent de l'application Yuka pour l'alimentaire, vous savez, avec les affichages A, B, C, D, E, etc. Donc, je suis quand même impliquée sur tous ces sujets-là et donc, je suis en train voilà, de prospecter aujourd'hui les écoles de mode et j'ai pas mal de personnes voilà, qui attendent que je leur envoie mon projet et voilà, sur ce sujet-là, donc sur tous ces sujets-là, donc je suis en chemin. Voilà, en chemin de structuration de tout ça. D'accord. Mais donc, actuellement, toi, tu ne vis pas encore de ce projet. Enfin, Non, pas totalement. Non, non, pas totalement. Je travaille avec des partenaires, mais je ne vis pas encore de ce projet-là et c'est vraiment ce que j'ai envie, enfin voilà, j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens-là, mais j'ai encore, oui, effectivement, pas mal de choses à structurer. Mais du coup, merci beaucoup pour cet échange parce que vous m'aidez à avancer sur ce chemin. Bien. Alors, l'idée donc aujourd'hui, c'était vraiment d'aborder cet aspect de finalement, qu'est-ce que la vraie communication? Et comment est-ce qu'on peut communiquer éco-responsable finalement quand on a un projet? Et pour moi, il y a 3 piliers. Le premier, c'est que déjà, dans les choix de la terminologie que vous allez utiliser pour exprimer que vous êtes éco-responsable, eh bien, il y a tout un univers autour de l'éco-responsabilité avant toute chose qui est à mettre en place et qui va vous distinguer déjà par rapport à vos bonnes pratiques écologiques, environnementales et friendly. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est vos valeurs. Est-ce que pour vous, l'éco-responsabilité, c'est juste des valeurs de développement durable parce que c'est des valeurs qui sont à la mode et donc vous allez utiliser les termes que l'on a, c'est ce que j'appelle les valeurs bateau, d'accord? On va beaucoup travailler là-dessus lors du prochain bootcamp parce que quand on pose ces valeurs, c'est là où on peut poser les termes qui vont nous permettre justement d'amener notre propre signature dans le projet.
Et la signature, ce n'est pas juste une terminologie, c'est-à-dire trouver le bon terme au bon endroit et donc il va exprimer la vibration que vous mettez dans votre projet. Et pour moi, aujourd'hui, ça, c'est la clé de la communication de demain. Parce qu'il y a tellement de cacophonie aujourd'hui dans les domaines de l'éco-responsabilité. Tout le monde utilise les mêmes termes, régénération, transformation. Tout le monde, les gens, ils suivent un stage de 3 mois et ça y est, ils vont pas chercher leur expérience, ils mettent pas en lumière qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus résilients, comment, etc. Et donc, c'est dans cet espace-là qu'il faut aller chercher votre ADN magnétique finalement, ce qui va distinguer quand vous allez utiliser un terme de ce que disent les autres. Et donc, on revient à vos valeurs. Et donc, les valeurs intrinsèques, pour moi, c'est vraiment autre chose que ce que j'appelle les valeurs bateau. Alors, je vais vous dire ce que c'est que les valeurs bateau. Souvent, quand tu dis aux gens, c'est quoi tes valeurs? Ils te disent, ah oui, moi, c'est l'humanité, la bienveillance, l'amour, la fraternité. Franchement, les amis, si à l'échelle de la planète, nous pratiquions tous ces valeurs-là, je pense que la face de notre planète serait différente. Non, vous ne croyez pas? Bon, ok. Ça, c'est ce que j'appelle des valeurs bateau. D'accord? Elles ne valent rien. Parce que tout le monde dit ça. Et vos valeurs, c'est quelque chose qui est de l'ordre de qui vous êtes. Qu'est-ce qui est non négociable dans votre vie? Et on a tous des limites dans nos valeurs. Et on a tous des ouvertures différentes sur le sens des valeurs. Et c'est dans ces valeurs-là que vous allez pouvoir mettre vos bonnes pratiques. Et c'est ça qui va faire que ce que les gens vont venir expérimenter chez vous sera différent de ce qu'ils expérimenteront chez d'autres personnes. Le troisième pilier, c'est l'univers que vous allez créer. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas facile à créer. Créer un univers, aussi bien donc si vous avez un lieu d'accueil, donc ça va être de le créer dans ce lieu physiquement, mais aussi créer cet univers qui va être le support avec lequel vous allez communiquer. Votre site, vos réseaux sociaux, bref, tous les outils, plaquettes, tout ce que vous allez utiliser pour communiquer vos images, vos photos, vos vidéos, vos films. Tout ça, eh bien, c'est aussi une signature et qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, c'est aussi important que l'univers réel dans lequel vous allez poser votre projet. L'univers réel, si c'est un lieu d'accueil, eh ben, ça va être important que vous l'étudiez par rapport à toute la vision, à la structure, à l'offre, à la clientèle avec laquelle vous voulez travailler. Mais au-delà de ça, à travers la mission que vous voulez incarner à travers votre projet. Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est la manière dont vous allez incarner cette mission qui va faire que, au final, vous allez accoucher d'un projet différent du voisin, même si lui, en apparence, il fait la même chose que vous. Et ensuite, c'est comment vous allez transcrire cet univers dans tout l'univers de communication. Et ça aussi, c'est hyper important. Parce que plus vous allez travailler ça, plus dans votre communication digitale, web et autres, vous allez faire que les deux se rencontrent. Les gens, ils vont reconnaître. Il va y avoir une harmonie, ce qui est dedans et dehors. C'est-à-dire l'expérience qu'on a vécue, on va la retrouver dans tout l'univers. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas vraiment durable, mais qui pour moi, en termes de finesse, de réflexion d'univers, est extrêmement intéressante. Et c'est l'univers Nespresso. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une boutique Nespresso? Non? Ok. Alors, s'il y a bien une chose que j'aime faire quand je vais à Paris, c'est d'aller boire un café chez Nespresso dans leur boutique des Champs-Élysées. Vous rentrez dans un autre univers.
Alors, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à changer pour en faire un univers durable, mais ils sont tellement de bons communicants qui vous font croire que tout ce qu'ils font protège les meilleurs cafés du monde parce qu'ils ont travaillé sur une chose, le goût, c'est-à-dire la sensation, d'accord? L'image, chaque café raconte une histoire avec un territoire, une famille, un clan, des animaux. Et bien sûr, le branding avec les stars. Et quand on commence à étudier, au fait, leur communication, mais aussi toute l'univers, ils ont créé un véritable univers, en fait. Et quand il y a de cela maintenant 5 ans ou peut-être 10 ans déjà, leurs brevets, vous savez que tous les brevets ont une durée de vie, donc à expirer, et que tous les autres attendaient que le brevet de Nespresso expire pour pouvoir créer leur propre capsule. Il y a plein de marques qui ont créé leurs capsules. Alors oui, la première année, ça a été un peu compliqué pour Nespresso, mais rapidement, ils ont repris la barre. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont le meilleur café du monde, parce qu'ils ont créé autour de leur café un univers. Et ce que les gens aujourd'hui achètent avant même le café, c'est l'univers, Nespresso. Et bon, chez moi, je n'ai pas de cafetière Nespresso parce que je trouve que c'est vraiment pas écologique, même si les capsules sont recyclables, etc. Moi, maintenant, je fais mon café à l'ancienne. J'adore le café turc ou la cafetière italienne toute simple. Voilà. Quand je bois du café. En général, je suis plus thé, tisane et autres. Mais ce que je veux dire, c'est que créer un univers, c'est vraiment ça, en fait. Et personnellement, moi, ça fait 2 ans que je travaille à créer mon univers parce que je veux sortir de tous les codes web qui existent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait les mêmes pages, tout le monde dit la même chose, tout le monde pose les mêmes slogans, tout le monde a la même trame. Bref, voilà, le marketing nous a formaté de telle manière qu'on ne sait plus donner du sens aux choses. Et ben, votre projet, pour moi, c'est ça, au fait. Euh, les valeurs, ils vont vous permettre d'aller chercher dans ce creuset-là le sens, la vibration, l'énergie, les couleurs et tout ce qui va avec pour pouvoir bien poser ce que vous voulez apporter au monde, aux autres et à vous-même. Parce que quand on crée un projet, c'est d'abord pour soi, clairement, avant même de le créer pour les autres. C'est une expression de soi et c'est ensuite comment cette expression de qui l'on est va toucher les autres et va leur permettre de se dire, OK, ça m'intéresse, ça me parle, j'ai envie de suivre cet accompagnement parce que je sens que ça va m'apporter de la valeur, parce que je sens que ça va impacter différemment mon entreprise et parce que ça va m'apporter des résultats. Donc aujourd'hui, dans vos projets, notamment ceux qui ont des projets physiques comme Lucie, Nathalie, Henri, comment est-ce que, voilà, où est-ce que vous allez aller chercher bien, justement ces valeurs qui vont vous permettre de créer des lieux authentiques? Mais c'est valable aussi pour toi, Fabienne, hein, dans l'univers dans lequel tu es, hein, pareil, hein, et qui va porter finalement différemment ce que vous allez présenter. Moi, je veux bien répondre rapidement enfin, sur ça. Moi, en fait, j'ai une capacité à créer de l'harmonie et de la cohésion dans un projet. Et du coup, vraiment, ce que je veux, c'est faire en sorte que les fondateurs de marques travaillent en véritable partenariat avec leurs fabricants pour qu'ils grandissent ensemble et qu'ils aillent vers
le meilleur possible. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut que je mette en avant de manière plus, voilà. Enfin, en tout cas, je pense que ça, c'est une de mes vraies valeurs à mettre en avant. Donc, voilà. Ok. La place arc-en-ciel. Lucie, Nathalie, Henri? Oui, moi, je pense que j'irai puiser un peu dans mes photos, dans ce que j'aime exprimer. Voilà, dans les photos que je capte comme ça, ou des petits événements comme ça auxquels je suis attiré et Ça me fait penser un petit peu au premier document que j'avais fait lorsqu'on était au bootcamp là en novembre. Et j'étais parti sur une photo que j'avais faite de deux tourterelles qui étaient l'une à côté de l'autre. Et j'avais mise en première page de mon document. Et je me dis, tiens, mais c'est peut-être. Enfin voilà, et ça m'avait intrigué, enfin, ça m'avait à la fois plu. Et là, quand tu parles des valeurs, un petit peu de l'univers, je crois que je reviendrai. Enfin, j'essaierai de tisser un univers à partir de ces photographies-là, qui étaient en noir et blanc. Hein, c'était, Oui, oui, mais c'est intéressant. voilà. Je me rappelle bien. Voilà. Ok. Nathalie? Je dirais que les valeurs, c'est l'expérience de résilience de plusieurs années, aussi bien personnelles que professionnelles. Donc, rester cohérente entre ce que je dis et ce que je fais. et la quête de sens. Il y a ça. Il y a aussi la valeur de remise en question, ça c'est important. La valeur de recherche en fait, la valeur, c'est dans la confrontation aux éléments, la confrontation aux événements de vie et la confrontation, d'une manière plus large, oui, aux autres, qui font que l'endurance est la valeur, quoi. Voilà. Et la détermination. Et toi, Lucie? Alors moi, je dirais que ça serait comment dire, ma facilité à co-créer avec avec les lumières et les couleurs que je capte quand je suis dans un lieu naturel, et aussi l'envie et le besoin de prendre soin de soi à travers donc ces activités, et prendre soin aussi des animaux et de l'écosystème. Ok. Bon. Ben voilà, vous avez 4 sujets sur lesquels vous pouvez travailler et que vous pouvez intégrer dans votre plan de comment me parler de mon projet. On ne parle pas de positionnement, on parle vraiment de comment parler de mon projet. Parce que c'est important, en fait, dans vos premiers pas, d'être clair sur ce sujet-là. D'une part, parce que ça va vous permettre de mieux connecter les bonnes personnes avec qui vous avez envie de travailler, de mieux trouver vos partenaires. Et puis petit à petit, en clarifiant vous ce processus, ça va aussi vous permettre d'avoir vraiment le bon chemin pour exprimer justement de la bonne manière votre unicité dans ce projet-là. Ça, c'est vraiment important.
et ça vous fait gagner beaucoup de temps après, derrière. Voilà donc les questions sur lesquelles je voulais qu'on échange aujourd'hui. Et puis, je verrai si c'est tous les mois, je referai peut-être un atelier à chaque fois sur des sujets différents. Et l'idée sera vraiment à un moment de vous faire travailler justement sur des points précis qui ne vont ni dans les masterclass, ni dans les sessions de coaching de groupe, qu'on n'a jamais le temps d'aborder même dans les bootcamps, etc. Mais qu'on approfondit aussi d'une certaine manière dans le travail qu'on fait après en présentiel, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important aussi. Voilà. Nathalie, au fait, puisque j'avais compris, tu viens ou pas finalement au bootcamp à la fin mars? Oui, je viens, oui, oui. D'accord, ok, donc je te garde une place. Oui, bah oui, parce que là, je rentre de stage, donc je n'ai pas eu le temps de. Je suis Ok, rentrée non, hier non, soir. c'était juste Ouais. pour savoir parce que comme là, il restait plus que donc maintenant 2 places, puisque toi, tu viens. Je voulais savoir si tu venais et puis je verrai aussi si c'est parce qu'Aurore et Laurent, ils doivent voir justement par rapport à leur travail parce qu'ils avaient déposé le 10 maintenant, Oui, je me ils sont sur souviens. le Ouais, 24. l'ancienne date. Ouais. Et du coup, il restera peut-être juste une place pour ce bootcamp. Ok. Voilà, ce sera Ok. alterné. Oui, je serais peut-être intéressé, hein, Sabrina. De venir fin mars? Oui, oui, oui. Eh ben, il faut que tu me dises. J'aimerais beaucoup. Ouais. Oui, écoute, si tu viens, avec grand plaisir. Il faut juste que tu me dises. De toutes les façons, sur les bootcamps, vous êtes toujours prioritaire. Et donc là, j'ai pas, en tout cas, j'aurai ou la maison où on avait fait les rencontres. En premier lieu, c'est celle-là que je voudrais. Sinon, on aura l'autre en deuxième lieu. Et donc, on ne pourra pas être, en tout cas, plus que 7-8. Et c'est très bien parce que ce que je veux, c'est qu'on aille vraiment en profondeur sur tout votre plan de communication, de marketing, des outils. Et donc, on va aussi travailler sur cet univers. On travaillera sur ces aspects beaucoup plus en détail lors de l'atelier de préparation, donc qui aura lieu le 20. Voilà, donc Voilà, donc effectivement, c'est une question d'argent, quoi. Ça coûte cher puisque c'est oui, parce que toi, tu as le billet. comme j'ai le billet, quoi. Oui, ouais. Le billet ça coûte combien la Réunion? Oh, il faut 800, hein, compter 800 euros, quoi, Ah oui. au minimum. Et tu as un billet sur Marseille ou sur Paris? Je peux m'arrêter à Marseille. Bon, et puis j'en profite bien sûr pour aller voir ma fille. Donc, tu vois, c'est plutôt un plaisir en même temps Oui, que c'est deux plaisirs différents, quoi. oui, Je je peux dire. comprends. Voilà. Ok, je comprends. Après, je pense que tu sais comment ça se passe pour les billets. Plus tu attends, plus c'est cher. Tu sais, essaye d'aller sur Opodo. Oui, Opodo? oui, je connais, oui, oui, oui. Oui. Moi, j'achète beaucoup mes billets d'avion sur Opodo. Parce que finalement, j'ai comparé beaucoup tu sais, les comparatifs, enfin. Et franchement, sur Opodo, Ouais. surtout si tu prends Opodo Prime. Alors, après, le truc aujourd'hui, c'est que Oui. si tu peux voyager léger aussi, ça te coûte pas très cher. Plus tu as de bagages, plus ça coûte cher. Mais sur Opodo, tu peux avoir des billets quelquefois intéressants. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire toujours ta recherche en 2 fois sur Opodo. Tu poses toutes les conditions et ils vont te proposer un premier billet, tu l'ignores. Et donc, tu sais, maintenant, avec le système des cookies, etc., et ben, pendant 3 jours, ils vont te reproposer ce billet. Tu vois, là, j'ai pris mon billet pour la dernière session de mon mastermind. Ils me l'ont proposé à 369, première connexion. J'ai attendu. Après, ils m'ont fait un prix. Puis après, tu sais, ils t'envoient un coupon. Et au bout de la 4e proposition, j'ai eu mon billet pour 229 € tout compris.
Donc, D'accord. Opodo, c'est Ok, super merci. intéressant. Voilà. Ouais. Et ça vaut le coup de prendre Opodo Prime hein, parce que ça te donne des avantages, quoi. Et surtout pas D'accord. Go Voyage, hein, parce que Go Voyage, surtout pas eux. Hein. Non. Moi, ils m'ont changé mon billet au dernier moment, j'ai jamais réussi à me faire rembourser. Alors que la compagnie aérienne m'avait remboursé, ils ont gardé l'argent. Donc, surtout pas Go Voyage. Ah ouais. Non, Opodo, c'est une Ok. agence de voyage. Si tu as un souci, tu as des gens au bout du fil. Tu vois, par exemple, là, j'ai pris un billet avec Ryanair, on a eu un souci, on a été remboursé dans la totalité. Non, Mhm. tu vois, c'est très correct. Hein. Donc, t'es D'accord. tranquille, quoi. Et en plus, tout se fait sur Internet, mais tu as une vraie agence, tu peux récupérer les factures de tes billets, enfin tout. Ok. Merci du renseignement, je vais voir. Hein. Voilà, donc Fabienne, je ne sais pas si ça peut t'intéresser de participer à un bootcamp, mais voilà, si ça t'intéresse, je te dirai s'il reste de la place. Ok, parfait. Mhm. Bon, Ils ont lieu où, du coup, les bootcamps? à Hyères-les-Palmiers, dans le Var. Dans le Var, d'accord. Tu es basé où, toi? Moi, je suis en région parisienne. Ah oui, toi, c'est le train. Moi, c'est le train. Il y a le train direct entre Paris et Hyères. Mm, Voilà. ok. Donc, voilà. Mais ce que tu peux faire, si ça t'intéresse, c'est de m'envoyer plutôt un mail. Oui, Et ok. puis, je te dirai s'il reste de la place. Parce que les bootcamps, c'est vraiment d'abord pour les personnes qui sont dans la formation éco-entrepreneur 5.0. Parce que c'est vraiment des expériences en petits groupes où on travaille en profondeur, où j'accompagne chacun dans son projet, dans son processus. Donc, je ne peux pas prendre des grands groupes, hein, ce n'est pas l'objectif. Hein. Et c'est à la fois, on travaille sur le projet, on travaille sur le sujet. Donc là, en l'occurrence, c'est le web marketing, les réseaux sociaux, tout ce qui est digital. Et en même temps, donc, il y a l'échange. Et aussi, on travaille avec la nature, avec les éléments, avec l'eau, voilà, donc c'est aussi une pratique dans la nature. Bon. Donc voilà. Je t'enverrai un mail Oui, parce que voilà. moi, fin mars, je serai à Lyon pour une formation. Mais bon, je ne sais pas. Voilà. Mais tu fais des sessions, je me permets de dire tu, du coup. Oui, oui. Tu fais des sessions assez souvent, des bootcamps comme ça? Euh, oui, là, comme je vais réouvrir la nouvelle cohorte qui va démarrer donc, à partir de fin mars, mi-avril en tout cas, 2023 qui ira jusqu'en 2024 avec le cycle de l'accompagnement éco-entrepreneur, il y aura en effet les bootcamps et les rencontres annuelles. Voilà. Mais en 2023-2024, l'idée, c'est de prendre des cohortes encore plus petites pour pouvoir accompagner les porteurs de projets jusqu'au financement de leurs projets. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous voulez rajouter quelque chose, sinon nous allons clore. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette session aussi. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on réitère ou pas ce format? Moi, je pense que ça nous permet d'aller un peu plus en profondeur, pardon, par rapport à notre alignement. Je pense que ça amène des éléments et de faire comme une synthèse un peu plus nourrissante, un peu plus dense aussi, je crois. Merci, Lucie. Oui, c'est assez complémentaire de ce que l'on peut faire en coaching de groupe personnel et où oui, ça permet d'étayer des arguments ou des questions qu'on pourrait avoir
soit en présentant nos projets vis-à-vis voilà, de partenaires ou de banquiers et ou de clients finaux, on va dire. Merci Nathalie. Oui. Henri, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change, qu'on ajoute Non, j'aime bien les questions, en fait, les questions précises sur lesquelles il faut qu'on s'aligne. Voilà. Nous forcer à y répondre dans une direction, dans un sens de notre communication, quoi. Et ça nous force ça m'a forcé à accoucher de quelque chose, ou en tout cas à dire avec simplicité. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, ouais. Qu'effectivement, la coaching de groupe, c'est comme les questions ne sont pas, enfin, comme tu ne poses pas de questions précises, on a plutôt tendance à. Ouais. C'est pas l'objectif, voilà. Pas l'objectif non plus. Les sessions Bien sûr. de groupe, c'est plus pour moi répondre à vos questions. Ouais. Que moi de vous poser des questions. Mm. Là, l'idée, c'est de vous faire parler plutôt sur des sujets autres, mais qui sont aussi en lien avec le projet, avec tout l'univers de l'entreprise éco-responsable. Donc, c'est plein de sujets comme ça que je vais aborder dans les mois qui viennent. Mm. Et toi, D'accord, Fabienne, Moi, ce que j'ai bien aimé, si pour la première fois. Oui, écoutez, moi j'ai bien aimé cet échange, le fait de pouvoir aussi entendre les réponses de chacun. Et du coup, moi, il y a plein de choses qui ont été dites, qui ont résonné en moi, que je n'ai pas forcément verbalisé, mais prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est aussi important pour moi, pour mon projet et pour les fondateurs que j'accompagne. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant, voilà, même si j'ai formulé des réponses un peu comme ça, comme elles sont venues de manière spontanée. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, voilà, de pouvoir échanger et puis d'avoir aussi tes conseils, Sabrina, sur tout ça. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Et puis alors, ce que Bonne vous soirée. pouvez faire, quand vous recevrez le replay, c'est vraiment de prendre le temps et d'aller plus en approfondi dans vos questions. Ok. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir tout le monde. Au revoir.